Bonsoir. Aujourd'hui, je suis au siège des Nations Unies à New York, en particulier dans cette salle du Conseil de sécurité. L'une des fonctions du Conseil de sécurité, c'est de tenter de trouver des solutions aux conflits qui surviennent entre les États membres, entre les pays. Et comme ces conflits sont souvent liés au territoire, il faut, pour analyser ces rivalités, il faut des cartes. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous faire rencontrer deux experts des Nations Unies, deux cartographes, qui préparent des cartes pour aider à la décision du Conseil de sécurité. Miklos Pinter, vous dirigez ce département de cartographie au siège des Nations Unies à New York. Et Alice Cho, vous êtes responsable de l'information géographique de ce même département. Alors le Conseil de sécurité est censé prendre des décisions, essayer de trouver des solutions aux conflits. Alors quel rapport avec des cartes et un système cartographique? Ce sera ma première question. D'abord, merci beaucoup pour cette interview et l'occasion que vous m'offrez de vous expliquer notre travail. Depuis plusieurs années maintenant, le Conseil de sécurité s'efforce de rendre son travail plus transparent et de tenir plus de débats ouverts au public. Parallèlement, ils ont aussi demandé à avoir des briefings plus approfondis afin de pouvoir mieux décider. Et à un moment donné, les membres du Conseil ont estimé qu'outre les documents qui leur sont fournis lors de la consultation à huis clos, il serait souhaitable que ces documents soient accompagnés de cartes, afin qu'ils aient une meilleure compréhension de la géographie des régions où surgissent des conflits ou des problèmes qu'ils sont chargés de résoudre. Et alors, de quelle manière les cartes aident-elles à résoudre les conflits? La géographie est ce que j'appellerais une science intégrante. Autrement dit, elle aide à intégrer et expliquer l'information sous une forme visuelle très directe et très éclairante. C'est pour cela que nous avons commencé à fournir au Conseil de sécurité des cartes. D'abord sur papier, comme celle-ci, et ensuite grâce à un système de projection numérique que l'on utilise en accompagnement des briefings qui sont donnés au Conseil. Vous ne craignez pas que dans certaines situations de conflit, les diplomates aient plus peur des cartes que des mots, car elles montrent effectivement la réalité? C'est tout à fait exact. Je pense qu'il y a en général chez les gens une sorte de dichotomie, car beaucoup adorent les cartes, mais beaucoup d'autres les appréhendent. Et cette peur vient du fait que les mots permettent plus facilement de gérer un problème sans l'attaquer directement, alors que c'est beaucoup plus difficile avec des cartes, car elles sont très directes et très factuelles. S'agissant de ce processus décisionnel, peut-être vous pourriez nous donner quelques exemples, car c'est là-dessus que vous travaillez plus particulièrement. Donc, en ce qui concerne le Conseil de sécurité, nous sommes chargés de fournir des cartes pour ce qu'on appelle la consultation à huis clos. Autrement dit, lorsqu'ils discutent des problèmes derrière porte close, nous leur montrons des cartes, soit des opérations en maintien de la paix, soit des profils de pays. Ces cartes sont importantes, pas seulement en tant que telles, mais parce que le problème est d'arriver à canaliser l'information depuis le terrain vers le centre de situation, ici, et retour, d'une manière telle que les décideurs du Conseil disposent d'une synthèse. C'est ce qu'évoquait M. Pinter tout à l'heure, c'est l'un des éléments du projet pilote sur lequel nous travaillons, notamment en Sierra Leone. Ce que nous voulions, c'est développer une sorte de cellule géographique sur le terrain qui coordonne toute l'information, pas seulement maintien de la paix, mais aussi humanitaire, à la manière des bureaux d'action humanitaire de certains pays ou de l'Office des réfugiés, et rassemble ainsi tout un package d'informations qui puisse ensuite être transmis au siège, de manière que les décideurs puissent s'en servir dans leur travail. Pendant très longtemps, l'Irak a refusé de reconnaître sa frontière avec le Koweït. Et puis, il y a eu la guerre du Golfe en 1991. Il a fallu alors marquer cette frontière. Les Nations Unies ont joué un rôle à cette époque?
Oui, ça a été pour les Nations Unies, effectivement, la première occasion de résoudre un conflit frontalier opposant deux États membres. Il y avait eu un tracé de frontière, mais il n'était pas matérialisé sur le terrain. Et de ce fait, cela a conduit à des malentendus et bien sûr à la guerre du Golfe. À la suite de celle-ci, les Nations Unies ont créé une commission de la frontière constituée de représentants de chacun des pays et de 3 experts indépendants, dont l'un assurait la présidence. J'étais le secrétaire de cette commission, chargé d'effectuer les tâches définies par celle-ci. Et à cette fin, nous avons eu recours à des équipes de géomètres des États membres. Ça a été un travail multinational qui a pris environ 2 ans. Mais sur le terrain, comment ça se passe exactement, le marquage d'une frontière? Eh bien, il y avait des difficultés, à commencer par la difficulté d'interprétation que posait la formule de délimitation. Ça veut dire quoi? La délimitation de la frontière, c'est la description de là où elle passe, telle qu'approuvée par les 2 États membres. Elle peut être aussi générale qu'une simple phrase disant que la frontière va du confluent de tel et tel fleuve à l'embouchure de celui-ci, ou bien être très précise avec indication de la latitude et de la longitude des endroits en cause. Dans le cas de l'Irak et du Koweït, cette formule de délimitation était un simple paragraphe de 2 phrases qui avait été accepté par l'émir du Koweït et le Premier ministre d'Irak en 1932. Cet accord avait été réaffirmé après l'indépendance du Koweït en 1964 dans ce qu'on appelle l'accord de Bagdad de 1964. Il y avait donc une formule de délimitation, mais sous forme d'un énoncé très vague, disant par exemple que la frontière suivrait la vallée de Button vers l'est en partant de juste au sud de Cefrane. Cefrane était un village. Mais que signifiait juste au sud de Cefrane? Était-ce 1 kilomètre, quelques maisons, ou seulement à 10 mètres d'un champ? Pour cela, il nous fallait rassembler des preuves historiques. Est-ce qu'il y avait par exemple sur le terrain une marque installée par l'une des 2 parties indiquant aux voyageurs « vous quittez le Koweït et vous entrez en Irak ». Il y avait certainement eu une telle marque, mais elle avait disparu avec le temps. Nous avons donc eu recours à ce que j'ai amené ici, à savoir des photos aériennes de 1945 qui montrent très vaguement une route conduisant à Cefrane, mais qui montrent aussi des champs irrigués. Nous avons comparé ces photos à des photos aériennes récentes prises dans le cadre de ce travail de délimitation, ce qui nous a permis de préparer des cartes interprétatives, comme ce projet ici, sur lequel nous avons repéré et marqué. Il est basé sur des photos aériennes récentes et les lignes que vous voyez ici sont basées sur des cartes anciennes et tous les matériaux photographiques que nous avons pu trouver. Nous savions donc où passait l'ancienne route, qui a aujourd'hui disparu en raison de la pression démographique et de l'agriculture extensive. Et on a donc ainsi pu situer où une borne avait été mise en 1932. Ce qui nous a permis donc de localiser ce point avec une précision certaine. Ça peut paraître facile quand on le raconte comme ça, mais il nous a quand même fallu plusieurs mois de réunions et plus de 6 mois de recherche pour en arriver là, et pour obtenir qu'on en discute en commission et qu'on puisse arriver à un vote majoritaire. Ça a été une méthode efficace qui, une fois la démarcation achevée, a permis d'obtenir l'accord à la fois du Parlement koweïtien et du Parlement irakien. Et les documents finaux ont été approuvés et signés par Saddam Hussein lui-même.
Pourriez-vous nous expliquer, dans ce genre de situation où il faut faire une démarcation, à quoi sert ce genre d'objet métallique? Cette marque de frontière, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit d'un marqueur en cuivre d'un format relativement standard. Vous avez un pas de vis ici sur lequel on peut fixer un instrument de relevé. En général, on place ce genre de marqueur dans le sol ou au centre de poteaux de relevé. Celui-ci est un grand souvenir, car comme je le disais, nous avions un point très difficile à situer qui marquait une étape importante. Et une fois qu'il a été localisé, nous avons planté un poteau en ciment avec au milieu ce marqueur qui est resté en place plusieurs mois avant que nous puissions amener une colonne en béton de 8 tonnes pour le remplacer. Et les géomètres qui ont effectué le remplacement se sont dit qu'il fallait me donner ça en guise de souvenir et l'ont donc démonté à mon intention. Il est donc dans mon bureau pour rappeler le travail à la fois fructueux et difficile que nous avons effectué sur le terrain. Eh bien, merci beaucoup pour cette explication sur le fonctionnement du département de cartographie des Nations Unies. Tous ces éclaircissements que vous nous avez donnés, Alice et Miklos, ont été précieux. J'espère avoir l'occasion de revenir vous voir une autre fois. Merci encore. Merci à vous.